Bonjour à tous, merci d'être là pour cet épisode de On Jase là, l'émission où on discute d'un nouveau sujet à chaque semaine avec mes fidèles collaborateurs Marc-André. Salut! Rosemary. Allô! Et nous recevons encore une fois cette semaine Eve Godette. Bonjour oui, Eve. encore une fois, salut! Bien sûr qu'il nous avait fait une super présentation sur l'histoire de la radio au Québec. Je vous conseille fortement de l'écouter. Oui. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir réinvité. Donc, cette semaine, nous allons parler en fait d'un sujet très large, c'est-à-dire la nostalgie. Marc-André, pourquoi? Parce que... C'était tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Mais j'ai l'impression depuis pas loin de quasiment 10 ans maintenant que plus ça va, plus on voit souvent la même chose en culture populaire. On va revoir des remakes de films, des reboots de films. On va entendre aussi souvent parler... En fait, on va revisiter des époques comme les années 60, 70, 80, puis tranquillement, pas vite, 90. Puis ça m'intéresse de savoir pourquoi on est aussi nostalgique. Puis j'ai l'impression que c'était peut-être moins le cas avant. Fait que j'ai exploré ça un petit peu, puis on va en discuter. On va en jaser. Là. On est là pour ça. Exactement. Mais non pas là. Non, pas là. Parce qu'il y a quelque chose qui vient avant. Ouais. Genre ma chronique de bière. Ouais, mais avant même ça, on va juste teaser un petit peu parce qu'on est tellement concept qu'à la fin de l'émission, Samuel, puis toi aussi, je pense, tu vas contribuer un peu. Oui, probablement. Vous allez nous parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir il y a quelques semaines sur la Nintendo Switch. Ben oui, tu parlais de remake. Oui. Ben, je vais vous parler du remake de Pokémon Jaune sous la forme de Pokémon Let's Go, édition Pikachu et Eevee. Bon, j'ai pas 10 ans, là, mais... Ça m'arrive, des fois, au fond de moi, que j'ai besoin de retourner à cette époque-là, où est-ce que tout était plus simple, puis qu'on allait attraper des Pokémon, qu'on attrapait des monstres pour les faire battre ensemble, puis qu'on se questionnait pas sur la moralité de la chose. Donc, puisque j'ai commencé à visiter ce jeu-là, j'avais envie de vous en parler, puis je trouvais ça franchement concept lorsque tu m'as présenté ton sujet, donc... ça donne voilà. bien. Ben oui. Puis je l'ai acheté moi aussi, fait que je pense que ça va quasiment être une chronique commune à la fin. Potentiellement, oui. Ouais, c'est ça. Là, c'est le temps de la bière. Bon, la bière. Donc, cette semaine, je vous présente la Gin Ale de la microbrasserie Amiral située à Saint-Hyacinthe. C'est une bière forte à 6,9%. Pas l'air, oui. Qui est brassée façon gin. De là le nom Gin Ale. Donc, c'est une bière qui est brassée, dans le fond, avec des ingrédients qui sont propres au gin. C'est d'ailleurs le tout premier produit de la microbrasserie Amiral. Je crois que c'est à cette date encore le seul. Donc, c'est vraiment, on découvre une nouvelle entreprise à travers cette bière-là. Donc, c'est une bière à la robe couleur paille, relativement foncée et très trouble. Elle a un fin collet de fines bulles, en fait, qui se dissipe assez rapidement. Au nez, on est vraiment définitivement plus près d'un gin tonic que d'une bière. J'ai eu vraiment de la misère à trouver la bière là, en la sentant. On a des arômes de baie de genévrier et d'autres épices qui sont vraiment typiques du gin. On a aussi quelques notes de zeste d'orange puis de coriandre qui font penser, par exemple, aux blanches belges. De là, le petit côté bière, mais c'est vraiment plus le côté gin qui est important. En finale, on a aussi des notes épicées de cannelle, de girofle, puis de poivre. C'est une bière qui est vraiment très, 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 très parfumée. En bouche, c'est une bière qui, premièrement, je l'ai trouvée étonnamment légère pour une bière à 6,9%. J'aurais jamais pensé qu'elle est aussi forte en alcool. Je la trouve un peu traître. Puis, bon, encore une fois, on a l'impression de boire un cocktail fait à base de gin plus qu'une bière, presque. On goûte vraiment encore là, les saveurs herbacées et épicées qui sont typiques du gin. On a également un petit goût d'orange puis de citron. C'est une bière qui est peu sucrée, malgré les arômes qui pourraient laisser croire autre chose, puis qui a une amertume qui est assez peu prononcée. Puis elle a une texture aussi très légère, très fine. Donc moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une excellente bière qui est à la fois très complexe mais très rafraîchissante. Je la classerais comme une bière estivale malgré son fort taux d'alcool. Puis je trouve que c'est vraiment un excellent choix pour les amateurs de bière qui veulent découvrir le gin, mais aussi pour les amateurs de gin qui souhaiteraient découvrir la bière. Donc moi, ça a vraiment été un coup de cœur que j'ai trouvé fort original. Le goût m'a vraiment étonné au début. C'est particulier. Puis c'est vrai que ça goûte...
Je compute pas trop ce que je suis en train de voir. J'ai vraiment l'impression que c'est un gin, mais non en même temps. Mais c'est pas vraiment une bière, non. En tout cas, Ben moi, ça me fait essayez-la, c'est vraiment cool comme ça me style de fait bière. un petit peu penser, admettons, aux bières de type gruite. Qui, bon, j'en avais présenté une déjà la saison passée, je crois, que tu avais beaucoup aimé, Marc-André, je me rappelle. Ah oui, on va mais c'est une gruite sûre, ça. Ouais, c'était sûr en tabarouette. C'est ça. Mais une gruite, point, c'est quelque chose qui va plus ressembler à ça parce que c'est une bière qui est brassée justement avec beaucoup d'herbes. Donc, je pense pas qu'on peut la classer comme une gruite, je pense pas, là, mais c'est ça, ça se rapproche un peu de ça au goût, en fait, là. Donc voilà, c'était la Gin Ale de la microbrasserie Amiral. Merci beaucoup, Rose. Ça fait plaisir. Donc, Marc-André, Oui. tout d'abord, la nostalgie, comment on le vit? Oui. On va y arriver très rapidement, mais c'est ça, comme je vous disais au début de l'émission, on est dans une époque où la nostalgie semble de plus en plus présente dans la culture populaire. On en parlait au début, Pokémon. La série de la télévision Stranger Things, donc les événements se déroulent dans les années 80, les multiples remakes et suites de films, les ventes de vinyles qui sont en hausse depuis près de 10 ans maintenant. Nous-mêmes à l'émission, Sam, en fait, tu as souvent parlé de synthwave au cours des derniers mois. Donc un mouvement inspiré du son des années 80 puis du son aussi de l'émergence de la musique électronique de ces années-là. Fait que donc ça arrive vraiment partout, puis je pense qu'on y est tous atteint, puis on en profite tous un peu d'une certaine façon. Je pense qu'on a tous certaines séries de films ou de styles musicaux qu'on apprécie qui datent de ces années-là. Je suis moi-même un petit collectionneur de vinyles pour mes albums préférés. Donc ici, il n'y a pas... Jamais du fait de faire le disclaimer, il n'y a pas de jugement par rapport à la nostalgie. On le vit tous un peu, plus ou moins que d'autres, puis chacun à notre façon. Puis je veux juste, avant qu'on commence aussi, vous sortir la petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia de la nostalgie. Je pense que ça va nous aider à bien guider l'émission, puis à être sûr qu'on sache exactement de quoi on parle. Donc, la nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement, qui représentent un éloignement temporel. En gros, là, c'est quand on pense au bon vieux temps. C'est ça. Je pense que c'est la façon la plus simple de le résumer. Mais avant qu'on aille plus loin, je serais curieux de savoir comment est-ce que vous percevez ça, vous, la nostalgie? Est-ce que vous voyez ça comme étant quelque chose de positif ou de négatif? C'est une très bonne question, je trouve, parce qu'il y a un spectre entre les deux. T'sais, pour moi, il y a des événements qui peuvent être négatifs si je pense naturellement, mettons, à la perte d'un être cher. Tu tombes là-dedans, puis oui, c'est important de se remémorer ces moments-là, mais je sais pas, à un certain point, ce type de nostalgie-là peut être néfaste. Mais dans ce cas-là, on tombe dans le deuil plus que dans la nostalgie, non? Peut-être un bon point, je sais pas. Faudrait peut-être développer là-dessus. Tu sais, peut-être tu peux avoir fait ton deuil puis qu'un événement te rapporte dans la nostalgie. Ouais. Puis là, si tu retombes trop souvent dans cette nostalgie-là, peut-être que encore là, je sais pas, c'est vrai que c'est un bon point, ouais. Peut-être que ça peut être défini comme le deuil. Je sais pas, je lançais ça comme ça, mais... Tu parlais d'éloignement spatial. Moi, ça me rappelle beaucoup, justement, le premier voyage outre-mer que moi et Rose, on a vécu cet été. Lorsqu'on est allé en Allemagne, ben, ce sentiment de nostalgie-là, ces moments qu'on a passés, puis qu'on vit un peu avec regret, justement à cause de l'éloignement spatial. Je le reconnais beaucoup, ce sentiment-là, dans ta définition. Mais qu'on peut pas dire que c'est un sentiment négatif. Pour c'est pas négatif. C'est ça, tu vois comme étant plus positif. Exactement. Comme une expérience qu'on a vécue puis qu'on est fier d'avoir vécue. Même si on aimerait se replonger dans ce moment-là, on ne vit pas avec un sentiment négatif. On n'en ressort pas avec la souffrance. Là. Non, c'est ça. Ben, je trouve justement que les voyages sont comme à l'opposé de la perte d'un être cher. Ils sont comme justement à l'opposé du spectre où ils nous font vivre des sentiments que de bonheur. Tu te rappelles, on était donc ben bien, c'était donc ben le fun, mais c'est ça, pas dans une négativité des fois, puis peut-être c'est votre cas, dans un souci d'y retourner, ou peut-être d'en refaire un autre, c'est ça, cette nostalgie-là est plus un moteur de motivation. Définitivement. Exact. Parfait, donc... Mais toi, Marc-André, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis quand même partagé. Puis je pense que vous allez comprendre pourquoi à la fin de l'émission, parce que évidemment ça finit toujours un peu mal, un peu bien.
On va voir Jamais où on s'en clair va. avec Jamais toi. clair. Tout le temps des nuances de gris. Tout le temps. Moi, je suis un Toujours de gars, la politique. Moi, je suis tout le temps 50 Shades of Grey. Fait que... C'est ça. Ah, oui, donc, puis j'ai été voir en fait, on trouve ça dès qu'on cherche moindrement sa nostalgie, vous allez voir qu'on revient toujours sur l'origine du mot, qui est formé de 2 mots grecs, qui est le mot nostos, qui veut dire retour à la maison, et algos, qui veut dire douleur ou souffrance. Donc, quand même une composante assez négative dans l'étymologie du mot. Mais malgré cette origine-là plus négative, c'est maintenant perçu scientifiquement que la nostalgie, en fait, c'est une émotion neutre ou parfois même positive dans la vie personnelle si elle est occasionnelle. Parce que si c'est constant, là, on tombe dans la mélancolie, puis ça, c'est un désordre psychologique, puis on souhaite ça à personne. Il y a plusieurs fonctions, en fait, de rattacher à la nostalgie, puis les avez nommées quelques-unes, justement, par vos exemples. Une de ces fonctions-là, c'est que ça améliore l'humeur. Donc, même si souvent la nostalgie va être créée par une émotion négative, ça peut nous rendre de meilleure humeur parce que, en fait, ça sert comme mécanisme d'adaptation. Donc, parce que ça nous rappelle des moments plus heureux, ça nous aide donc à passer à travers une épreuve puis donc à nous rendre plus heureux à travers ça aussi. Ça va aussi, la nostalgie va aussi améliorer les connexions sociales. Donc, les souvenirs sont souvent rattachés à des personnes proches. La nostalgie est souvent déclenchée par un sentiment de solitude. Donc, on va se souvenir des personnes qui nous ont déjà supportés ou qui nous ont marqués par le passé. Donc, ça renforce nos perceptions de ces personnes-là, puis on se sent plus près d'elles. On peut le percevoir aussi un peu juste par l'Internet. Le fait qu'il y a comme une culture commune à l'Internet qui est souvent beaucoup basée sur la nostalgie. Ça peut nous donner l'impression de faire partie d'un sentiment de communauté parce qu'on embarque dans ce strip-là de nostalgie aussi, même avec du monde qu'on n'a jamais rencontré qui sont peut-être en Biélorussie. Bon point. Puis effectivement, je trouve que Facebook joue beaucoup avec cette nostalgie-là depuis quelques années, là, avec le souvenir. Ce jour-là, ça peut revenir à il y a 9 ans. C'est tellement nostalgique. C'est un excellent exemple. J'avais pas pensé à celui-là. C'est ça, mais je trouve que c'est un exemple positif. Ben oui, négatif, dépendamment de ce que t'écrivais. Ouais, c'est ça. Des fois, tu peux voir une belle évolution que tu as eue si tu fais des commentaires sur Facebook. La nostalgie aussi, ça peut aider à améliorer l'estime de soi parce qu'en fait, on va se sentir mieux à propos de notre personne quand on pense à des souvenirs nostalgiques. Donc, c'est même plus positif de penser à des choses qu'on a déjà accomplies qu'à des expériences futures, même si ces expériences-là qu'on s'attend à vivre bientôt nous excitent vraiment. Donc, même avant de partir en voyage, si on repense à un voyage qu'on a fait avant, ça se peut qu'on voit ça de façon plus positive, puis ça nous rappelle des choses qu'on a accomplies, d'où l'amélioration de l'estime de soi. Et ça l'aide aussi à donner un sens à notre vie. Il y a vraiment une portée existentielle à la nostalgie parce qu'on se sent plus important. Ça nous donne le goût de faire face à nos problèmes puis au stress qu'on vit dans notre vie quand on réfléchit à ces souvenirs-là. Donc encore une fois, parce qu'on se souvient qu'on a déjà fait face à des problèmes. Et donc les nouveaux problèmes qui vont apparaître, ils vont causer de la nostalgie, mais en retour, cette nostalgie-là va venir diminuer notre perception de l'ampleur du problème. Fait qu'en gros, on voit que les personnes plus nostalgiques se sentent plus importantes, que leur vie a un sens, qu'ils recherchent moins de besoin de trouver un sens justement à leur vie, et que ça peut les aider à amortir ce qu'on appelle les menaces existentielles, donc les problèmes relativement importants auxquels on va devoir faire face éventuellement dans nos vies. Ça amène aussi à ce que les personnes plus nostalgiques se sentent plus disposées à faire face à de nouvelles situations, à parler à des nouvelles personnes ou encore à visiter de nouveaux endroits. Fait que bref, ça peut inciter les gens à prendre des risques qui mènent souvent à des bénéfices. Donc, partir en voyage, justement, partir dans l'inconnu. Si on a déjà fait quelque chose qui est moindrement près de ça. C'est de partir une première fois, puis après ça, de dire que t'as la piqûre. C'est un peu cette idée-là, justement, entre autres à cause de la nostalgie que ça peut créer. Mais bon, tu sais, notre système capitaliste étant ce qu'il est, qu'est-ce que les compagnies dans le milieu culturel et du divertissement ont retenu de tous ces bienfaits-là? On va capitaliser là-dessus. Ben, c'est ça. Donc, ils ont carrément créé une industrie de la nostalgie. Puis avant que tu t'avances là-dedans, moi, j'ai une question. Ouais. Je sais pas si tu as exploré cette facette-là. Moi, j'ai toujours aimé les choses qui étaient plus vieilles que moi. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de rock des années 70, puis on me trouvait spécial parce que justement, j'accrochais beaucoup à ces gens-là. Puis ça dépassait un peu le cadre de la musique dans la mesure où est-ce que j'idéalisais un peu ces époques-là. Puis je trouve ça drôle, mais je trouve que le mot nostalgie représente bien ce que je ressentais. Ouais.
Mais en même temps, c'est vraiment paradoxal parce que j'ai jamais vécu ces époques-là. Puis Mais pourquoi on aujourd'hui. dit ça? Tu sais, ça sort d'où ça? T'es nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est ça aussi, tu sais. Tu parlais souvent de trucs qu'on a vécu, mais parlons-en, est-ce que ça se peut, la nostalgie de trucs qu'on n'a pas vécu? Tu sais, toi, tu l'as vécu carrément. Oui. C'est ça, t'as été les nostalgique. médias ont vraiment renforcé ça, justement, le fait que ça soit tellement accessible d'avoir des archives de cette époque-là qu'on n'a pas connues, que ça vient créer justement qu'on peut être nostalgique d'une autre époque, mais ça existait avant, tu sais. Ouais. T'as des auteurs, il y a un siècle, qui disaient « J'aurais donc aimé ça être à Paris dans les années 1880 parce que c'était la place du party. Je sais que j'aurais jamais un party comme ça. » Des affaires de même, tu sais. Donc, ça a toujours existé. Mais là, c'est ça, il semblerait que ça soit plus présent maintenant, justement, entre autres à cause de l'Internet et de l'accessibilité de la culture du passé ou juste des connaissances en général du passé. T'sais, personnellement, en termes politiques, j'étais un peu nostalgique de la période des années 60-70 au Québec, parce qu'on dirait que tout se faisait, qu'à chaque jour, il y avait quelque chose d'autre qui arrivait de nouveau, de positif. Mais c'est aussi qu'il y a le côté qu'on va souvent mettre des lunettes roses sur le passé. Exact. Ça, on va l'aborder plus en fin d'émission. Donc, je vais revenir à ton point. Mais je me demandais, tu dis que on dirait que la nostalgie est plus fréquente ces temps-ci. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que je me dis, tout ce qui est mode, tout ce qui est culturel, c'est toujours cyclique, ou en tout cas à peu près. Puis tu sais, je pense, admettons, à notre exemple de la semaine passée, qu'on parlait d'un homme et son péché, du feuilleton radiophonique, qui joue encore aujourd'hui, je veux dire, ça fait longtemps là, que ça reste, puis qu'on a comme une nostalgie par rapport à ça, c'est pas nouveau, vraiment pas. C'était exactement là que je m'en allais, en fait. Parfait. C'est tellement un bon lien. Parce que justement, c'est pas une nouvelle industrie. Ça existait déjà, par exemple, dans les années 70, où il y avait l'émission américaine Happy Days, une sitcom qui se passait dans les années 50. Puis bon, 20-25 ans après ça, on a eu That 70s Show, qui se passait dans les années 70, comme le nom le dit. Il y a 20 ans, le site The Onion, un site de nouvelles satiriques américain, probablement le premier dans son genre, ou un des premiers, avait fait un article qui était titré, puis là je paraphrase le titre en français, le département américain du rétro nous met en garde qu'on va peut-être manquer de passé. Qui est excellent. Puis pour aller encore plus loin que ça, Socrate, il y a 2500 ans, il s'ennuyait de l'époque avant que les nouvelles technologies maudites viennent toutes ruiner la lecture. Wow! Oh my God! Effectivement, Rose, il y a tout le temps c'est tout le temps cyclique, il y a tout le temps des choses qui reviennent. Mais c'est ça, l'impression que j'ai, c'est que ça revient plus souvent qu'avant. OK. Ouais, c'est c'est ça, j'ai pas trouvé de données qui montrent que le contenu basé sur la nostalgie est plus présent qu'avant. Il semble pas avoir d'études à ce sujet-là, mais on a quand même certaines indications qui pourraient être le cas. Par exemple, si on regarde les 10 films les plus populaires au box-office, ben depuis une dizaine d'années, il y a de moins en moins de nouvelles idées originales qui sont présentes. J'ai été chercher le box-office mondial en 2018. Ça, c'est en date du 27 novembre où on enregistre. Puis, juste vous donner ça, le top 10. Le premier, Avengers. Donc, une série, tu sais, la culmination des films de Marvel qui existent depuis 10 ans, basés sur des personnages qui existent depuis les années 60-70. Le deuxième, Black Panther, encore là, un personnage créé dans les années 60. Jurassic World, le cinquième d'une série qui a commencé en 93, qui est un soft reboot de cette série-là. Les Incroyables 2, qui se passe dans un look des années 50, qui est une suite d'un film sorti il y a 15 ans. Fait qu'il y a comme une couple de degrés de nostalgie là-dedans. Venom, un personnage de bande dessinée qu'on a déjà vu dans des films qui existent depuis les années 90. Mission Impossible, le sixième, si je me trompe pas, d'une série de films, basée sur une émission de télé qui est sortie dans les années 60 ou 70. Deadpool 2, Ant-Man, celui qui me fait le plus rire, parce que c'est un nouveau film, mais basé sur un livre, Ready Player One, où c'est juste des Christy de référence des années 80. Et le seul film qui, en tout cas, je le connaissais pas, mais qui clôt le top 10, qui n'est pas, à ce que je sache, une franchise, c'est Operation Red Sea, qui est un film chinois, donc ça n'a pas sorti ici, mais qui risque, il y a des chances d'être remplacé par Fantastic Beasts 2 d'ici les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année, qui est un spin-off de la série Harry Potter. Il n'y a rien là-dedans qui est une nouvelle histoire. Là. Rien du tout. Vraiment impressionnant. Ou qui n'est pas une extension.
Ou qui n'est pas l'extension d'un univers qui est Ouais, déjà c'est connu. Ouais. C'est ça, tu sais, Black Panther, c'est pas nécessairement un remake d'un film, mais comme tu l'as dit, c'est ça, c'est C'est un personnage qui existe depuis 50 ans. Tu sais. Ah, c'est fou, j'avais déjà remarqué, mais pas à ce point. Ouais, puis juste aussi, j'ai été voir, j'avais vu un meme, c'était pas vraiment en blague, mais enfin une image qui montrait les prochains films de Disney qui sortent pour l'année 2019, les 6-7 premiers Le mois. Roi Lion en premier, probablement. C'est ça. ouais. Mis à part, on enlève les Marvel, là. Ouais. On parle de les remakes en live action, donc avec du vrai Ouais. monde, de Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion, puis finalement Toy Story 4. Ouais. C'est malade. C'est ça qui sort pour Disney. Toutes des choses, une suite ou toutes des choses qu'on a déjà vues, tu sais. Puis on sait quand on fait Beauty and the Beast, c'est le même maudit film, mais avec du vrai monde. Puis d'ailleurs, parenthèse, tu mentionnes Toy Story 4, histoire de jouets. Les films d'histoire de jouets sont basés beaucoup justement sur le sentiment de nostalgie, en amenant par exemple plein de jouets que les parents finalement du public cible ont déjà eu quand ils étaient jeunes. Donc de retrouver ces jouets-là, tout ça, de voir un peu l'imagination, c'est vraiment un bel exemple qui sort un peu justement de l'idée des remakes, là, mais un bel exemple de l'exploitation de la nostalgie. Là. Mais est-ce que vous pensez que cette tendance-là, plus hollywoodienne, là, disons-le aussi, peut-être que ça se fait moins au Québec, il faudrait analyser, mais me semble en tout cas qu'on est moins fort là-dessus, côté cinématographique. Bref, est-ce que vous pensez que c'est par souci de nostalgie, parce qu'on est de plus en plus comme ça, ou c'est un manque de créativité? On va y venir un petit peu plus tard, mais il y a des questions aussi très économiques derrière ça. Ben c'est ça, je m'en allais C'est dire. les- C'est probablement une sûreté, comme une recherche de sûreté, Ouais. de stabilité économique. Puis en fait. nostalgique de bord pour aller rechercher. Je vais aborder cet aspect-là Ouais, très c'est bientôt. J'ai juste une couple d'autres exemples dans d'autres Vas-y. domaines que je veux vous donner, quand même intéressant. On s'excuse. Ben non, pas de problème, c'est bon, ça prouve. Vous êtes allumé, c'est bon. Mhm. En musique, Weezer a fait son plus grand hit des 10 dernières années en 2018 en faisant un cover de la chanson Africa de Toto, une chanson sortie dans les années 80, qui elle-même est redevenue très populaire dans les dernières années, surtout à cause de l'Internet. En 2017, en novembre 2017, elle a obtenu la certification platine aux États-Unis, ce qui veut dire 1 million d'unités vendues. Cette année, à la fin octobre, elle est tombée à 4 fois platine. Donc 4 millions Wow! à cause des plateformes de streaming. Combien d'années après sa Voyons. diffusion originale? De mémoire, c'est 82 qu'elle est sortie, autour de ça. Donc 35 ans. 35 ans plus tard, c'est là qu'elle avait déjà eu la certification or au moment de sa sortie, mais elle avait jamais atteint le platine, elle l'a atteint, puis là, après ça, elle l'a quadruplé. On en parlait tout à l'heure avec Pokémon, mais Nintendo, au sens plus large, qui ressort avec un extrême succès, la NES et la SNES en format mini, où la production suivait pas, ou en tout cas, c'est ce qu'il disait. Pokémon Go en 2016, qui venait surtout ce jour, le public cible, c'est surtout notre génération à nous, et qui aussi permettait de se faire connaître Auprès des aux plus jeunes, mais c'est pas pour rien qu'ils ont sorti la première génération de Pokémon non plus, c'est parce que c'était celle de notre enfance. Quand Nintendo aussi a lancé la Nintendo Switch l'an dernier, c'était quoi le jeu de sortie? C'était Zelda, un jeu qui existe, une série de jeux qui est là depuis 30 ans. Mais ça se limite pas juste non plus au côté du divertissement, mais on retrouve ça aussi dans la résurgence d'objets qu'on pourrait qualifier de vintage ou de nostalgique. Je parlais tout à l'heure des vinyles. Les Polaroids qui sont revenus. Oui, Je me souviens quand j'étais jeune, peut-être début des années 2000, peut-être même avant ça, mon père qui me disait qu'elle a arrêté de produire les films, dans le fond, pour les Polaroids qui permet l'espèce de papier pour imprimer les photos, qui arrêtait ça parce qu'à cause des caméras digitales, ça servait pas à rien. Mais là, bam, ils sont revenus parce que les milléniaux triplent là-dessus, ils capotent de voir que tu peux tout de suite imprimer une photo. Exact. Nokia ressort son vieux cellulaire, Oh, wow, donc il y a tant de pour vrai? ouais. Wow! Cette année aussi, ou l'an passé, c'était le retour des Tamagotchi. Les bars à arcade comme Arcade Montréal qui sont de plus en plus populaires, où on va jouer sur des consoles de jeux ou justement des bornes d'arcade qui existaient avant même notre naissance. On parle d'un essor en fait du rétro gaming, Ouais. qui est l'idée de jouer à de vieilles consoles que je vois déjà originaux sur de vieilles consoles. Ouais. Même, je connais pas là, le nom de la compagnie, là, je m'excuse, mais il y a une compagnie maintenant qui fait, une des nombreuses compagnies, mettons, qui fait du divertissement mobile, mais eux autres, ils se consacrent sur sur les arcades. OK. Mais, tu sais, pour les enfants, j'ai su ça parce qu'un de mes voisins a fait venir la caravane, qui a eu comme 10 ans,
pour sa fête d'amis. Tous les amis, ils s'en allaient dans la caravane, ils jouaient à des arcades, des vieux jeux, là, des vieux jeux. Oh my Puis God, eux, je ils connectaient avec Ah, ça. oui. Mais ce que je trouvais fascinant, c'est que leurs parents aussi capotaient. Tu sais, Ben oui, ceux qui ont 10 ans capotent, mais c'était surtout aussi, on va se le dire, pour les parents, c'est ça. Et voilà. Puis c'est ça, ce qui est intéressant justement de tous les objets qu'on vient de nommer, c'est que c'est pas juste populaire pour le monde qui ont connu ça quand ils étaient jeunes. C'est très populaire chez les milléniaux, puis dans le sens large, on peut s'inclure comme milléniaux. Puis en fait, c'est que ça rappelle une période pré-internet qu'on ne peut ou pas connue pour les plus jeunes des milléniaux. Une période qui est souvent perçue comme étant plus simple puis moins superficielle. Donc on est attiré par ces objets-là qui viennent aussi combler le vide par le fait qu'il y a de plus en plus de choses qu'on possède qui sont virtuelles. Là, avec ces objets-là, on a quelque chose qu'on peut tenir dans nos mains puis qui a une valeur esthétique qu'on peut regarder, qui est souvent un bel objet. Ça peut aussi être pour certaines personnes une façon de ralentir le progrès technologique qui est de plus en plus rapide puis de résister à l'obsolescence programmée. Je vais aller me chercher quelque chose de plus vieux mais qui t'offre, tu sais. Exact. Genre de commentaires qu'on entend avant, c'était surtout mettons nos oncles qui parlaient d'électroménager ou de quoi de même. Mais là, ça peut être la même chose justement pour des vieux ordinateurs, des vieux téléphones, des vieilles consoles de jeux. Pour certains, c'est aussi une manière de retourner à des choses qu'ils aimaient puis qui ont l'impression d'avoir abandonné à cause du progrès. Donc pourquoi ça marche autant la nostalgie? Ben, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées précédemment en termes individuels. Ça nous fait sentir mieux, ça nous rappelle une époque qui semble plus simple, surtout dans le contexte politique actuel qui est incertain, avec une vision du futur qui est rarement montrée comme étant positive. T'sais, on est loin de l'époque, comme des années 60, qu'on nous montrait des chars qui volent. Là. Mais ça, en tout cas, tout ce côté-là plus politique, on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est juste post-apocalyptique, là. Ben c'est ça, mais tu sais, c'est ça qu'on voit. C'est le futur qui est présenté, ouais. C'est ça, quand on entend parler du futur, c'est les changements climatiques, ou c'est une vision où la technologie a pris le dessus à la Black Mirror, tu sais. Oui, j'ai essayé de penser à une vision positive du futur, démontrée dans les médias récents, puis honnêtement, j'en vois pas bien. J'en ai pas qui me viennent en tête, en tout cas. Puis un autre aspect que je trouve intéressant, c'est dans la plupart des exemples que j'ai donnés, il y a beaucoup de trucs qui datent des années 80. Mais pourquoi les années 80? Ben, tout d'abord, il y a une raison qui est quand même qui est assez logique, c'est parce que les créateurs de contenu qui ont maintenant accès au budget à Hollywood, puis qui peuvent prendre des décisions créatives aussi, ben ce sont ceux, de plus en plus de ces créateurs-là, sont ceux qui sont nés à la fin des années 70 ou au début des années 80, donc qui étaient assez vieux à l'époque pour se souvenir de cette période de temps-là. Fait que c'est normal qu'ils parlent de quelque chose dont ils se souviennent. On peut penser par exemple un exemple plus près d'ici à Ricardo Troggi puis sa série de films 1981, 85 puis 91 qui démontrent sa jeunesse à lui, c'est des films autobiographiques. Fait que c'est quand même assez logique. Mais plus loin que ça, c'est pourquoi est-ce que les compagnies se servent des années 80 dans leur technique de marketing, parce qu'on voit aussi ça en pub, pas seulement dans les choix de ce qui va passer à la télé ou au cinéma. Ben, c'est parce que c'est aussi les personnes qui sont nées à la fin des années 70, début 80, sont dans la tranche d'âge avec le plus grand pouvoir d'achat. Les 35-55 ans, donc qui ont connu ces années-là, surtout les 35-45 ans en fait, qui ont vraiment connu ça. Puis en fait, c'est aussi que, donc on ramène des franchises qui étaient populaires quand ils étaient jeunes, mais en plus, on peut atteindre un nouveau public qui, eux, étaient pas nés quand ces franchises-là étaient populaires ou qui étaient trop jeunes pour vraiment s'en souvenir. Donc, en gros, les franchises qui ont entre 20 et 40 ans d'existence sont dans le sweet spot pour faire bien de l'argent en ce moment. Marvel est probablement le meilleur exemple. Moi aussi, on peut penser à Star Wars, qui est jamais vraiment parti, mais qui est quand même beaucoup revenu à cause de la nouvelle trilogie. It, de Stephen King, qui a fait énormément d'argent l'an dernier. Blade Runner aussi, réalisé par Denis Villeneuve, qui est sorti l'an dernier. Donc, attendez-vous bientôt à voir le début des années 90 de plus en plus représenté au cinéma et à la télé d'ici les années 2020. Puis c'est déjà commencé avec Jurassic Park, là. Fait qu'on le voit déjà. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que si on se fie à cette idée-là des franchises qui ont entre 20 et 40 ans, on pourrait peut-être s'attendre à avoir un remake d'Iron Man dans à peine 10 ans. Que le premier est sorti en 2008. Est-ce qu'on est rendu là? Ben, c'est un peu comme Spider-Man finalement, que le personnage étant la mascotte de Marvel, c'est celui qui est revenu sous différents apparats souvent, là, puis vraiment il y a eu des sauts générationnels entre chaque reboot ou presque. Là. Ouais, exactement.
Puis ce qui est quand même intéressant aussi, puis ça qui est peut-être justement plus récent comme phénomène, c'est qu'on voit déjà un début de nostalgie pour les années 2000. Ça fait pas longtemps les années 2000, mais il s'est passé tellement beaucoup de choses dans ces années-là avec l'apparition des médias sociaux, l'apparition des iPods, des téléphones intelligents, vraiment l'Internet qui se démocratise. Donc ça fait que les années 2000, surtout le début des années 2000, cette période-là vraiment pré-Internet accessible, ça semble beaucoup plus lointain que ce l'est réellement, mais tu sais, ça fait 18 ans là, en 2000. Non, c'est vrai, mais ça a tellement été rapide, j'imagine. Exactement. Puis il y a aussi un phénomène qui peut favoriser ce sentiment-là de nostalgie, c'est avec les médias sociaux. On a juste à penser au Throwback Thursday sur Twitter. Mm-hmm. Donc, qui fréquemment, justement, ça va faire appel à des choses que tu as vécues il n'y a pas si longtemps, mais qui va créer ce sentiment-là de nostalgie. Ou même, de manière encore plus directe, il y a Instagram qui, avec ses filtres, fait qu'on se crée de la future nostalgie dans le moment présent. On va mettre un filtre vintage sur une photo qu'on est en train de prendre là, puis parce qu'on se dit inconsciemment, ou des fois consciemment, que hey, ça va être beau quand je vais regarder cette photo-là de plage l'an prochain, puis je vais m'ennuyer de pas être là. Wow. Fait qu'on crée déjà notre nostalgie du futur. Peut-être inconsciemment, dans le ouais, présent, hein? c'est ça. Des réflexions qui se font tout seuls dans notre cerveau. Exactement. Puis les agences de pub sont pas connes, ils l'ont vu ça. Puis ce qu'on a remarqué en fait, c'est que les publicités qui rendent nostalgiques fonctionnent beaucoup plus que les autres et que plus de gens les aiment. Coupable. C'est ça. Moi, je le rappelle, on est tous coupables. Je veux dire, j'ai trippé avec Avengers Infinity War. C'est sûr, je vais voir quand il sort en mai le prochain. Encore là, c'est pas, c'est rien de moralisateur, mais on est tous coupables ou non. C'est même, je trouve le terme fort un peu. On parlait de Pokémon, puis on va parler de Pokémon. On va parler de Pokémon. C'est un bel exemple. Mais c'est ça, mais on le vit tous, puis c'est correct aussi dans une certaine limite. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi que la nostalgie est aussi présente, à cause justement du marketing qui est tellement efficace en servant de cet élément-là. Puis justement, on en parlait un peu plus tôt, ben c'est un moyen sûr de faire de l'argent. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a autant de remakes, c'est pour ça qu'il y a autant de reboots. Tu le sais que ta série qui a pogné dans les années 80, si tu ressors là, tu peux faire un film médiocre comme le dernier Predator ou le dernier Halloween qui avait des critiques assez mitigées. Tu vas quand même avoir du monde qui vont y aller. Tu vas peut-être pas briser des records de box-office, mais t'es à peu près sûr d'être au moins rentable. Puis comme les budgets sont de plus en plus élevés à Hollywood, je pense que c'est pas pour rien qu'on voit surtout ça dans le cinéma. Ça, c'est une interprétation personnelle. Là. Mais par peur, finalement, de prendre un risque et que ça ne fonctionne pas. Exactement, vu que c'est tellement des grosses dépenses. Exactement. Fait qu'on va aller pour la valeur sûre. C'est ça. Puis c'est ça, c'est le rendu là, c'est d'autres questions qu'on peut se poser, c'est quoi l'impact, c'est la créativité. Là. Je pensais pas aborder vraiment cet aspect-là, mais c'est sûr qu'il y a des considérations à donner à ça, tu sais. Finalement, il y a un autre aspect que j'avais pas nommé tantôt dans l'influence que ça peut avoir sur l'individu. Je vais le garder pour la fin, je trouve que ça faisait un beau segue. C'est que le cerveau humain fait qu'on a tendance à oublier les souvenirs négatifs plus rapidement que les positifs. Donc, par exemple, on se souvient plus d'être toujours avec nos amis au secondaire que des cours de maths qu'on a suivis. Ouais. Donc, si on ajoute la nostalgie dans le mix, ça fait qu'on peut être nostalgique d'une période passée puis qu'on va idéaliser cette période-là, même s'il y avait des éléments très négatifs. Il y a des études qui l'ont fait avec l'apartheid en Afrique du Sud. Puis, de ce que j'ai compris, l'étude était faite sur des Blancs. Puis il était comme, c'était pas si pire que ça, tu sais. Comme, ouais, peut-être pour toi, mais tu sais. Puis c'était pas nécessairement du monde qui était raciste, mais juste vu qu'ils étaient moins près de la réalité de ça. Ce qu'ils se souviennent de plus, c'est ce qu'il y avait de positif, tu sais. Ou si on parle par exemple à des survivants de l'Holocauste, ce qu'ils vont se souvenir, ils vont pas penser que c'était une belle époque, on s'entend, là. Mais ce qu'ils vont se souvenir, c'était le fait d'être en famille tout le temps, parce qu'il n'y avait pas le choix, tu sais. Puis justement, cette entraide-là, puis cette connexion-là de j'aurais jamais été aussi proche de ma tante ou de mon cousin si c'était pas de ça. Fait que c'est quand même une capacité adaptative, évolutive très importante. Là. C'est ce qui fait qu'on est capable de passer à d'autres choses et de continuer dans la vie. Tu sais. Mais il y a du monde qui s'en sert de ça, puis pas toujours à des bonnes fins. Donc les personnes qui font face à des changements majeurs puis qui vivent beaucoup d'incertitudes dans leur vie vont plus souvent réfléchir au passé et vont vouloir y retourner parce que justement ils l'idéalisent. Ils se souviennent de ce qui était bon dans ce temps-là quand ils étaient jeunes ou même parfois, Sam t'en parlait au début de l'émission, de quelque chose que tu n'as pas vécu.
mais que la vision que t'as, c'est « Hey, c'était-tu le fun? C'était-tu bon la musique des années 70? » Puis il semble qu'il y a juste du bon stock qui sort de là. Et non, il y avait ABBA aussi. Il y avait... Les Suédois! Souviens-toi. Puis ça fait qu'il y a des politiciens qui vont se servir de ça. Make America Great Again. J'arrive dans une couple de minutes. Mais c'est ça, il y a des politiciens qui vont se servir de ça, qui vont invoquer un passé qui est idéalisé pour provoquer des anxiétés sociales ou culturelles. On pense tout de suite aux États-Unis, justement. Ou Puis les mouvements conservateurs de façon générale. En général. En général. Mais on va y voir un peu, c'est pas limité non plus à la droite. Mais justement, ça, c'est ce que ces politiciens-là font, c'est que ça va déclencher de la nostalgie chez les personnes qui se sentent plus vulnérables, qui font face à des incertitudes, puis ça peut les persuader justement d'adhérer à ces idées-là politiques. Puis c'est un des éléments clés des mouvements populistes qu'on voit en ce moment. Là. À peu près tous les mouvements populistes font référence à un passé idéalisé, puis en général, ils vont pas te dire ça date de quand. Puis c'est pas nouveau ça non plus. Les nazis disaient la même chose dans les années 30 par rapport à l'époque de l'Empire germanique de Bismarck, t'sais. Fait que c'est encore là rien de nouveau, c'est juste qu'on le voit d'une nouvelle façon, puis d'une façon peut-être plus avec une plus grande amplitude. Puis justement, l'exemple le plus frappant, puis plus près de nous, c'est évidemment Trump. T'sais, il est arrivé à un moment où 50% des Américains trouvent que la vie aux États-Unis va plus mal que dans les années 50. Mais on regarde à peu près n'importe quel indicateur de santé, de criminalité, de bien-être économique, puis tout ça, puis ça dit tout le contraire ou presque. Puis justement, tu t'en parlais, Make America Great Again, évidemment, il n'a jamais précisé, il n'a jamais spécifié le again, ça faisait référence à quelle période. Puis le retour à cette période-là, imaginé, qui n'est même pas la vraie, il est impossible. Puis c'est que ça vient nier aussi tout le progrès qui a été accompli depuis des décennies. Puis dans le cas des États-Unis, c'est surtout du progrès qui est souvent lié du progrès qui a aidé des groupes minoritaires à se faire reconnaître puis à avoir accès aux mêmes droits que la majorité. J'ai l'impression que tu demanderais à bien du monde qui ont voté Trump, c'était quand que ça allait bien aux États-Unis, puis c'est quoi cette gang-là? Il y en a une méchante gang qui dirait les années 50. Parce que tout le monde travaillait, mais quand tu leur dis comme tout le monde c'est les hommes blancs. T'avais encore beaucoup de femmes au foyer, les Noirs n'étaient pas reconnus également. Les Asiatiques sortaient d'une période de camp d'internement à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bref, c'est sûr que comme homme blanc, la classe moyenne, tu vas peut-être percevoir que ça c'était la meilleure époque, mais à l'échelle du pays, c'était pas le cas. T'sais. On parle même pas de la guerre froide. Là. Puis justement, c'est que du côté démocrate, on n'est pas immunisé à ça, puis on voit déjà de la nostalgie pour les années de Barack Obama. Ça fait 2 ans qu'il est président Barack Obama, mais il y a certains qui cherchent déjà son émule ou son successeur pour l'élection de 2020. Puis c'est pas mieux non plus ça, parce qu'encore une fois, on va pas y retourner à ces années-là. Cette période-là est terminée. On est déjà passé à d'autres choses, il y a déjà des changements qui se sont faits, puis on peut pas retourner à ce que c'était avec Obama. Donc ça peut montrer aussi les limites de la nostalgie. Ou vouloir un deuxième Obama, ça peut aussi sembler pathétique. Ou envoyer le signal qu'on n'a pas de candidat réellement intéressant ou nouveau. Donc d'un point de vue politique, c'est pas nécessairement une bonne stratégie non plus. T'sais. Fait que pour conclure, je parlais justement de la période de grands changements qu'on vit déjà en ce moment, mais qui vont être encore plus grands. Où il y a encore plus de changements qui s'en viennent. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que la nostalgie est aussi présente en politique ou encore dans la culture populaire. Ça nous rappelle une période qu'on connaît, qu'on a vécue ou pas, mais surtout qu'on a idéalisé et dont on a oublié ou diminué les problèmes. J'en parlais, la guerre froide, le sida, la famine en Afrique dans les années 80, quelqu'un, tu sais. On parle pas de ça dans notre grande nostalgie des années 80 en ce moment. On parle même pas de Reagan ou de Thatcher, puis souvent les médias vont être un peu plus de gauche, la culture hollywoodienne va être un peu plus de gauche, mais ça, ils l'ont évacué, tu sais. Bref, il y a des bénéfices avec nostalgique dans notre vie personnelle, mais la modération a bien meilleur goût dans notre culture, puis dans notre vie politique. Puis il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse un petit peu plus la prochaine fois qu'on va au cinéma, entre aller voir un nouveau film, une nouvelle idée originale, ou le dernier remake d'un film un peu quétaine des années 80. Je partage ton opinion, ouais. Merci pour la réflexion, Marc-André. Je pense que on va essayer de consommer avec sans nos lunettes roses, disons, sur ces anciennes époques.
Mais bon, je pense quand C'est correct de le faire aussi, mais c'est ça, c'est de se limiter à ça. se limiter, c'est ça, d'y réfléchir un peu plus, parce qu'au final, si on continue d'en faire autant, puis d'en faire de plus en plus, c'est parce qu'il y a de l'argent au bout de la ligne, tu sais. Mais ce que je retiens aussi, c'est que c'est un peu une carapace qu'on se construit aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent aller mal, qui se présentent à nous, puis cette information-là est tellement facile d'accès, on se fait bombarder quotidiennement comme quoi, par exemple, les changements climatiques, c'est alarmant, on est sur le bord qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se réfugier justement dans ces espèces de valeurs parce que ces soucis-là, on les avait pas. Là. C'est ça, puis ce qui est intéressant, c'est quand on regarde des études d'opinion publique sur le type de discours par rapport au changement climatique, ce qu'on voit, c'est que quand on a justement ce discours-là alarmiste, puis il y a raison de l'être, je ne viens pas nier ça aucunement, mais qui est alarmiste négatif, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas se dire « OK, il faut faire de quoi? » Ils vont justement vouloir se boucher les oreilles et faire d'autres choses. Ça a l'effet contraire. C'est vrai. Puis c'est ça qui... Tu sais, il y a quelques semaines, il y avait Dominique Champagne, qui est l'initiateur du pacte, qui était à la soirée, est encore jeune, puis qui avait dit « c'est plus le temps de rire, c'est plus le temps », puis il a donné une entrevue vraiment bête. Puis c'est comme, on est d'accord avec toi que c'est sérieux, mais viens pas critiquer tout le monde qui fait des jokes ou de quoi de même. C'est une façon de faire passer le message aussi. Puis c'est le genre de truc, moi j'étais vraiment maudit quand je l'ai entendu, parce que j'étais comme, tu viens tellement de te tirer dans le pied puis tirer dans le pied de ton mouvement. Oui, parce que c'est comme tout, un peu, tu sais, dans la vie, si quelqu'un est trop moralisateur avec nous, on n'a plus le goût de l'écouter. Là, lui, il s'en va à la télé, moralisateur avec tout le Québec, C'est ça, après ça, ils disent plus le temps de rire, t'as plus le droit de rire. Franchement, voyons donc, tu vas convaincre personne. Effectivement. Parfait, mais maintenant, embarquons encore plus dans la nostalgie, puis je suis content, j'aime bien le jeu. On parle de Pokémon, Sam. On parle de Pokémon, ben oui. Bon, pour vous mettre un peu en contexte, pour ceux qui connaîtraient pas ça. Pokémon. Aucun jugement. La personne en Biélorussie, on en parle. Donc, Pokémon, en fait, c'est une série qui vient du Japon, qui est apparue à la fin des années 90, sous la forme, en fait, de cartouches de jeu de Game Boy. Donc, dans sa première mouture, en fait, le jeu se résumait à... c'est un jeu de rôle. Donc, vous êtes un personnage, en fait, un apprenti entraîneur de Pokémon qui part en voyage à travers son pays, sa région, pour attraper tous les Pokémon qui sont présents dans la région. Les Pokémon étant des créatures de taille variable et ayant des pouvoirs variables. Tu sais, Sam, les Pokémon, c'est la série dans le monde qui a fait le plus de cash. Je pense pas que tu as besoin de autant. Des créatures de taille variable. Mais c'est bon. Je me demandais comment il allait décrire ça, tu sais. Laissez-moi finir. Donc, des créatures que le personnage entraîne pour faire essentiellement des combats contre d'autres entraîneurs. Oui. Je trouve ça quand même important parce que le concept portait vraiment controverse lorsqu'il est apparu. Puis il y a eu beaucoup de controverses associées à cette série-là, que ce soit en Occident ou en Asie. Mais chose est que ça a eu un succès absolument détonnant. Puis ça a justement généré, comme tu as dit, la franchise la plus lucrative dans le monde. Donc oui, plus que Star Wars, plus que Harry Potter, parce que c'est un véritable phénomène planétaire et que encore aujourd'hui, cette série a beaucoup de succès. Puis d'ailleurs, ils ont tendance à ressortir en fait des jeux. Souvent, 2-3 générations plus tard, vont sortir un jeu sous une nouvelle mouture, donc un remake finalement. Puis là, on se retrouve en fait récemment, donc à la mi-novembre, est sorti Pokémon Let's Go sous les déclinaisons Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, qui est un remake de Pokémon Jaune. Pokémon Jaune, c'est le 3e Pokémon qui ont sorti. Dans le fond, c'était une version améliorée des 2 premières cartouches qui avaient sorti. Puis, ces 2 premières cartouches-là, en fait, ont eu un remake, eux aussi, lorsque la 3e génération de Pokémon est apparue sur le marché. On est rendu à la 6e, 7e en ce moment? La 7e, la 8e va sortir l'année prochaine. Si, bon, ok. En décembre c'est déjà prochain. prévu. Oui. D'après moi, c'est prévu pour bien longtemps. Probablement. Rendu là, ouais, probablement. Donc, il faut comprendre que
Pokémon Let's Go, c'est un peu comme la troisième mouture de cette génération-là, donc de la première génération. Pour les puristes, les 150 Pokémon originaux, parce que toutes les autres, c'est de l'exagération, puis on s'en fout. Non, mais honnêtement, la deuxième génération. pour beaucoup de nostalgiques de Pokémon, il y a une espèce d'idéalisation de cette génération-là, alors que les générations suivantes étaient très intéressantes. Là n'est pas ma chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Let's Go parce que c'est un remake qui est sorti puis qui a vraiment su attirer l'attention justement parce que l'aspect nostalgique est vraiment là. C'est un remake, donc on reprend l'univers, les Pokémon, l'histoire du jeu original finalement en y rajoutant quelques éléments à gauche puis à droite, mais en le projetant sur une console qui est très actuelle, donc la Nintendo Switch. D'ailleurs, petit clin d'œil, la Switch, c'est la première console de Nintendo qui est à la fois une console de salon et une console portable. Il faut comprendre que Nintendo a vraiment construit son succès sur sur justement les consoles de salon avec des bons jeux qui attiraient un public très large, mais aussi sur la Game Boy, en fait, qui était la première console à succès portable. Puis Pokémon a été ce qu'on appelle un killer app, donc le jeu qui a fait vendre des Game Boy. Puis c'est vraiment intéressant de voir justement qu'ils vont relancer un peu la série avec ce reboot-là sur la première console qui fusionne enfin les deux façons de jouer, donc la façon de jouer portable et la façon de jouer dans le salon. Chez vous, Exact. Donc Pokémon Let's Go, c'est le même réalisateur qui a fait les générations 3, 5 et 6 des jeux. Donc c'en est un que ça fait très longtemps qu'il travaille chez Game Freak, la compagnie qui développe les jeux de Pokémon depuis la fin des années 90. Puis on voit qu'il y a vraiment une volonté de reprendre justement tous ces aspects-là, de vraiment susciter la nostalgie en allant en fait jusqu'à présenter les mêmes énigmes qu'on réalisait dans ce jeu-là. Donc si vous connaissez Pokémon Jaune par cœur, vous n'aurez pas de grande surprise. Ça va être vraiment un voyage dans le temps où est-ce que vous revivez en fait cette expérience-là. Mais là, on se retrouve avec un jeu qui est beaucoup plus joli, tout en 3D, avec les musiques qui ont été réorchestrées aussi. J'étais team Pokémon Rouge quand j'étais jeune, puis ça m'a surpris à quel point je me souvenais de trucs qui se passaient dans ce jeu-là en jouant justement à Pokémon Let's Go. Là. Ça m'a assez fasciné. Puis tu parlais justement des petits changements qu'ils font ici et là. Ben, le jeu, comme il reconnaît le fait que c'est un remake, mais c'est pas un remake. Tu joues pas avec le même personnage que dans le temps, tu joues avec un nouveau personnage. Puis l'ancien, à date, j'ai vu l'ancien rival que t'avais dans ce temps-là, donc Blue, qui a la forme de Gary dans le show de télé. Puis c'est comme, justement, tous ces petits clins d'œil-là de OK, tu te souviens quand t'étais jeune, ben ce rival-là, il est là. Puis là, en plus, il y a le look de l'émission de télé, fait que t'as comme, on parlait de nostalgie, ben t'as comme la nostalgie à deux niveaux sur deux parties différentes de la série, de la franchise. C'est quand, tu sais, j'aimais ça. C'est des beaux clins d'œil. Vraiment. Ouais. Puis c'est un jeu qui a été construit beaucoup là-dessus, justement, sur ces clins d'œil. Autant faire des parallèles avec la série animée qui a été un des points d'entrée de beaucoup de fans de cette série-là, de la franchise Pokémon, en fait. Puis d'avoir justement projeté ça dans un univers qui est tellement plus beau, tellement plus coloré, tellement plus riche que l'ancien, en adaptant finalement un nouveau système qui est le système de capture inspiré de Pokémon Go. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler de Pokémon Go, là. Les jeunes avec leur téléphone à poche qui s'en vont jouer. Tu m'as tué! Non, mais j'essaie de sonner comme ceux qui critiquaient justement les jeunes qui sortent enfin dehors. Réussi. Donc, Pokémon Go, en fait, on va se promener on se promène dans le monde réel pour attraper les Pokémon sur notre téléphone. Ben là, on va se retrouver dans l'univers, finalement, du jeu de Pokémon, puis on va vraiment voir les Pokémon pour la première fois dans l'univers, dans leur état sauvage. À l'époque, les limitations des consoles faisaient en sorte qu'on les voyait pas dans l'univers. On se promenait dans les herbes hautes, puis on en croisait un.
où on se prenait dans des caves, puis whoop, on en croisait un, puis on le voyait pas à l'écran. C'est du Zubat. Ouais, les Zubats. Mauvais souvenirs pour certains. On pourrait faire les oublier. Nostalgie négative. Ouais. Ça, on pourrait faire les oublier. C'est ça. Donc, on va se retrouver avec un nouveau système de capture qui est franchement intéressant, parce que là, c'est vraiment, on enchaîne les captures, puis ça devient un système qui est distinct du système de combat qu'on retrouvait en général. Donc, on continue de combattre contre les entraîneurs. Donc, nos Pokémon, on peut les monter, on peut leur apprendre des nouvelles techniques, tout ça, on peut adopter des stratégies pour faciliter le combat ou atteindre nos objectifs plus rapidement dans un combat, mais lorsqu'on se retrouve contre des Pokémon sauvages, c'est simplement nous et notre Pokéball, donc le dispositif de capture des Pokémon. C'est seulement notre Pokéball et le Pokémon. Donc, ça amène une dimension qui est quand même différente. C'est vraiment rafraîchissant. Ouais. C'est intéressant ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Mon seul downside, puis c'est un peu ce que je dis depuis le début, c'est que c'est tellement la même chose que le jeu original qu'à un certain point, je me retrouve à faire un peu machinalement ce que je faisais avant. Ouais. Puis il y a des passes que on tripait moins, genre traverser justement la cave avec les Zubats. Donc on se retrouve à devoir la retraverser, puis on a une espèce de frustration parce qu'on passe encore à travers. Mais en même temps, tu sais, maintenant, on peut les éviter, les Pokémon, puis c'est tellement plus vite. Avant, ce qu'ils nous auraient pris genre 45 minutes, 1 heure, ça prend comme 5 minutes, merci, bonsoir. Fait que là-dessus, moi, j'aime ça. Tu sais, comme joueur casual pour ce jeu-là, j'étais pas sûr de l'acheter, puis j'en avais parlé avec vous, justement, d'autres amis, puis c'était comme, ça me tente pas de faire du grinding, donc tout le temps faire des combats, c'est comme, je veux juste jouer puis passer à travers, moi, je suis content. Tu vois, moi, c'est ce que je reproche un peu au jeu, étant une grindeuse professionnelle. Moi, mon trip dans la vie quand je joue à des jeux vidéo, c'est pas mal de me surentraîner. En fait, moi, c'est ce que j'aime. Moi, quand je joue à Pokémon, j'attrape juste les pré-évolutions et je fais évoluer moi-même tous mes Pokémon, ce qui est plus dur à faire, je trouve, dans ce jeu-là. Donc moi, c'est vraiment mon petit hic, c'est ça, ce côté grinding-là, il est moins là, que tu sais, c'est le fun quand même, pouvoir se battre contre les Pokémon que tu vas attraper, alors que juste de lancer la balle, puis de lancer la balle, puis de lancer la balle, je trouve que ça devient vite redondant. C'est comme, de mon côté, c'est comme le meilleur des mondes, parce que je faisais le grinding parce que je savais que c'était la meilleure chose à faire pour avoir la meilleure équipe. Mais ça me faisait chier. Mais moi, je te parle pas juste pour l'équipe, je te parle pour tous les sens, tous les Pokémon. Tous les Pokémon, je les fais évoluer. Ok, t'es fun. Pas juste mon équipe. Ok, on cherche une nouvelle chroniqueuse. Là, ça marchera pas, là. Et oui, donc, comme je dis, grinders professionnels. C'est ça. Ok. Il a pas joué ces mots. Oui. Hands down, ok, c'est bon. Donc moi, c'est ça, je pense, ce petit côté-là que j'aime bien dans les jeux originaux. Ok, je comprends. Donc justement, je pense que c'est un jeu qui a quand même su diviser beaucoup les joueurs, parce que justement, il y a beaucoup d'amateurs de la série qui s'attendaient à retrouver une nouvelle mouture, mais d'un Pokémon plus fait pour les fans, dans la mesure où est-ce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui ont été ajoutées au courant de la série, puis on se retrouve en fait avec la dernière mouture avant cette édition-là, qui se retrouvait avec des mécaniques beaucoup plus avancées, qui se trouve à être un jeu qui est très différent des originaux, en plus de se retrouver avec un ensemble de Pokémon beaucoup plus large. Là. Il y en a à peu près 850 présentement dans le canon. Donc, là, on se retrouve un peu plus limité avec les 150 premiers, mais outre ça, il y a beaucoup en fait de façons d'entraîner ses Pokémon, d'améliorer son équipe, etc. Puis les différentes mécaniques finalement qui n'ont pas été adaptées à ce jeu-là. Puis ça en fait un jeu aussi qui est beaucoup plus facile dans la mesure où est-ce que le jeu a été fait un peu pour les débutants, donc pour ceux qui s'initieraient à la série pour la première fois parce qu'ils sont plus jeunes et que c'est leurs parents qui ont grandi avec ça. Donc, le jeu, justement, est très facile. C'est très rare qu'on perd un combat contre un autre entraîneur. Puis ça a fait en sorte qu'on retrouve en fait les joueurs là, polarisés entre ceux qui aiment vraiment le côté nostalgique de la chose puis ceux qui auraient aimé avoir un jeu plus complet.
C'est l'impression que j'avais justement, ça, comme tu disais, à attirer des nouveaux joueurs plus jeunes, des enfants du monde qui jouaient dans le temps. T'sais. D'ailleurs, il y a la nouvelle possibilité de pouvoir attraper des Pokémon à 2 ou faire des combats à 2. Je pense que pour vrai, c'est pas nécessaire, mais je pense que c'est beaucoup là pour que justement le parent puisse jouer avec l'enfant. Parce que on le fait, Samuel et moi, il n'y a pas vraiment de pertinence à faire ça, là, mais je pense que c'est vraiment là plus pour venir connecter les parents puis les enfants ensemble dans le jeu. Puis... Ce qui est une bonne idée. Oui, c'est une super bonne idée. Même ça peut être poussé, tu sais, les grands-parents avec les parents. Éventuellement, pour leur montrer. Puis c'est pas une fonction qui est obligatoire, fait que le monde qui veut pas le... Ouais. C'est ça, fait que... Qui veulent pas le faire à 2, c'est ça, ils sont pas obligés. Exact. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'une partie du marché qui voulait, c'était ça. Puis l'autre partie, justement, c'est le monde comme moi qui ont débarqué de la série en cours de route, qui se rappellent les bons souvenirs quand ils étaient jeunes. Tu sais, j'ai rejoué sur émulateur, peut-être 5 ou 6 ans. Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque 4 ou 5 ans, à peu près, je le ressors. Je vais aller me chercher un Pokémon rouge pour jouer sur mon ordi. Je vais rejouer un peu, ou sinon je vais le finir, puis j'aime ça compléter ce que je commence. Puis là, je suis content, puis je suis rassasié, mais tu sais, je me verrais pas embarquer dans une nouvelle génération que je connais plus les Pokémon, que je connais plus les mécaniques de jeu. Puis fait que je pense que c'était vraiment ça, l'autre partie de la gang de fans qui voulait, c'était ça, c'était les vieux nostalgiques comme moi. Ouais, ils ont vraiment misé sur la nostalgie, là, c'est clairement là-dessus qu'ils ont mis tous leurs efforts. Je pense qu'on réussit. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, le jeu peut venir en option avec un nouveau contrôleur qui est la Pokéball Plus, une petite Pokéball avec laquelle on peut jouer. Dans le fond, elle sert pour tout le jeu. Là, on peut se déplacer avec, choisir les options et tout. C'est un contrôleur. C'est un contrôleur, c'est ça, tout simplement. Puis, fait cocasse, quand on branche la Pokéball Plus pour la charger, on a le bruit du Poké Center. Encore, juste jouer avec la nostalgie. Moi, la première fois, j'ai entendu ça, j'ai fait J'aurais dû l'acheter juste pour ça. C'est tard, mais c'est plus cher que si tu l'avais acheté avec le jeu. Ouais, 50$, ça va être beau. Donc, c'est ça, petit fait cocasse que je trouve qu'il mise encore sur la nostalgie, tu sais, vraiment, c'est anodin, là, mais je suis sûre que tout le monde qui a entendu ça fait « Oh, c'est quand même nice. Ben, Puis, un petit side note vraiment pas pertinent pour nos auditeurs, mais j'ai besoin de ton aide pour avoir moi à la Kazan. Je vais t'échanger. Oui, excellent, parfait. Pas juste ça, là, toute la gang de l'aime. Ça, je le fais pas. Mais je peux te le faire, je peux t'aider si tu veux. S'il te plaît. Alright. On parlait de socialiser tantôt justement par la nostalgie. Voilà. Pokémon est un bel exemple avec les échanges. Je le veux, moi, à la Kazan. Il est fort, alors. Exactement. Donc voilà, un excellent jeu, Pokémon Let's Go, édition Pikachu et édition Eevee. Vous avez pris Eevee, vous autres, ou Pikachu? Eevee. Ben oui, vous êtes tellement satisfait? Oh oui! Les deux. Oh, qui est cute! J'ai pris Pikachu, puis je suis bien content. Excellent. En plus, tu peux Ben oui, je le sais. le flatter. Nous autres, notre Eevee, Tu peux le roucoule. faire. Il fait... Il est tellement cute! Bon, ben, je pense que ça va être ça cette semaine. Après chroniqueuse de bière, voici notre bruiteuse. Oh non, on va devenir à la semaine prochaine. Non, juste bruiteuse de Pokémon. Ok. Juste ça. Puis de Poké Center. Bon, Pokémon de façon générale. D'accord. Mais ça va être nostalgique de ça dans 5 ans. Exact. Exactement. Ben, merci, Sam. Ben, merci à vous, en fait, d'avoir écouté ma chronique. Merci, Marc-André, de nous avoir fait revivre les souvenirs en nous expliquant un peu ce qu'on vivait, finalement. Ouais. Puis de vous sentir mal quand vous allez aller voir le 8e Ironman ou je sais pas quoi. Sentez-vous pas mal, vous pouvez y aller. On va sentir mal, on va l'oublier après. Exactement, Mais c'est ça, parce que tu vas juste te c'est souvenir ça. du meilleur. Exact. Bon. Vous voyez que vous avez bien écouté, je suis content. On Excellent. passe l'examen mercredi prochain. Excellent. On est prêts. Donc, chers auditeurs, on vous rappelle que nous sommes disponibles sur Podbeans, Google Play, Apple Podcast. Encore une fois, très important de nous laisser commentaires et notes. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube et tout nouvellement, tout fraîchement, sur Spotify. Donc, allez chercher nos épisodes en streaming. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur Facebook. Communiquez avec nous, allez aimer notre page, partagez nos émissions. C'est la meilleure façon de se faire connaître. Et on a enfin notre page Instagram pour avoir la chance de voir nos belles bines. Et la belle bière. Et la belle bière. Marc-André, merci pour la chronique. Ça me fait plaisir. Rosemary pour la bière. Merci à toi. Eve pour ton agréable présence. Merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.